Merci beaucoup de vous être connectés et d'être aussi nombreux. On a une petite heure devant nous et on va vous présenter aujourd'hui un webinaire tout particulier sur la distribution automatique. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il y a il y a beaucoup de choses et vous allez le voir, quand on dit qu'elle est dans tous ses états, c'est qu'elle permet aujourd'hui d'accéder à des nouveaux parcours clients et elle se greffe dans des parcours existants. Donc, en introduction, déjà, je souhaite introduire Jean-Michel Chanavas, qui sera à mes côtés aujourd'hui. Jean-Michel, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je suis Jean-Michel Chanavas, donc certains me connaissent déjà. Je suis délégué général de Mercatel, qui est d'abord une association de commerçants, mais qui regroupe aussi pas mal d'acteurs importants, dont Worldline et ex-Ingenico. Je pense qu'on peut encore prononcer le nom encore un petit peu, et qui essaye d'œuvrer pour comprendre en fait les grandes tendances dans le monde du front office et en particulier sur le sujet de paiement. Mais on voit qu'aujourd'hui, tout ça est extrêmement lié puisque le paiement a tendance à se fluidifier et à intervenir à différentes étapes de ce qu'on appelle les parcours, mais on y reviendra plus tard. Bonjour à tous et merci encore à Worldline pour l'invitation. Eh bien, écoute, Jean-Michel, c'est un plaisir. En tout cas, on a œuvré pour vous présenter ce webinaire avec Mercatel. Alors, on reviendra sur les chiffres clés. Enfin, on va commencer par les chiffres clés de ce secteur qui, vous allez le voir, s'étend à beaucoup de verticaux. Hein. On est vraiment sur un secteur qui sort, entre guillemets, de sa zone de confort et traditionnelle du distributeur de barres chocolatées. On est bien au-delà de ça. Jean-Michel, pour le Mercatel, nous apportera vraiment une vision sur les tendances marché, hein, on le verra, qui se sont très concrètement accélérées. Je reviendrai sur les impacts tout particuliers de 2020. On aura également ensuite un petit focus sur différents parcours clients innovants, digitaux ou complémentaires, en tout cas des parcours traditionnels. Et on fera une petite conclusion sur les perspectives, bien évidemment de cette année, parce qu'il va y avoir des nouveautés cette année, mais surtout au-delà. Jusqu'où ira la distribution automatique? Peut-on vraiment tout vendre au travers de la distribution automatique? C'est une des questions qu'on pourra se poser. J'attaque tout de suite avec les chiffres clés. Hein. C'est vrai que c'est un marché qui est en pleine croissance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, j'ai voulu être un petit peu provocateur sur les chiffres, sur l'icône de 2018. Hein. Bien évidemment, on ne limite pas l'écosystème du vending, ou en tout cas de la distribution automatique, uniquement au vending. Mais en gros, aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui explose, qui a une croissance très concrète à deux chiffres par an, et qui s'étend à tous les secteurs, à tous les verticaux. Alors, quand je dis tous les verticaux, ils sont tous concernés aujourd'hui. On partait de la distribution automatique où on les retrouvait beaucoup. Il y avait bien évidemment le parking, où on avait l'habitude d'avoir aussi ce type de device. On les retrouvait dans l'hôtellerie, dans le voyage. On verra ultérieurement dans quel cas d'usage. Mais aujourd'hui, ils investissent bien évidemment les bornes de rechargement électrique qui vont, on l'espère, nous envahir de plus en plus. Ils sont également présents dans le monde des transports et également de plus en plus puisqu'ils combinent paiement et titres de transport. Ils sont bien évidemment présents dans la grande distribution et on a de nombreux exemples autour de ce qui a pu être fait. La restauration n'est pas en reste. Je pense qu'on a tous en tête les différents kiosques qui peuvent être mis en place et bien évidemment tous les commerces spécialisés aussi qui prennent ces nouveaux devices comme des compléments au parcours existant. Donc, on rentrera un petit peu plus après dans le détail de tous ces sujets-là, mais c'est vraiment un point clé aujourd'hui, c'est de se dire que ces devices de vending, de distribution automatique, l'unattended comme on l'appelle, n'est plus cantonné à un seul vertical ou à un seul domaine d'activité, mais intéresse tous les marchands pour être un complément de ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui en termes de parcours client. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Michel, qui va revenir sur les tendances qui effectivement permettent aujourd'hui de porter ce marché de la distribution automatique. Jean-Michel, the floor is yours. Merci. Bon, je pense d'abord qu'il faut dire vraiment que le sujet automatique, pour moi, c'est vraiment un des trois grands piliers de la transformation numérique. Hein. On a dans la transformation numérique, je pense que, alors, c'est pas moi qui ai inventé cette théorie, mais
un de mes maîtres, trois piliers. Et le premier, c'est le sujet automatique. Si vous examinez un projet d'évolution, vous verrez toujours apparaître ces trois composantes. Donc, automatique, hein, en est un. La dématérialisation en est un second. Et un troisième, souvent qu'on ne voit pas immédiatement, c'est la transformation des acteurs avec des phénomènes initiaux de désintermédiation, puis de réintermédiation avec l'apparition donc de nouveaux intermédiaires, tant et si bien qu'à la fin, on est un peu face à la perte de l'illusion de la relation directe que le numérique pouvait porter. Donc là, aujourd'hui, on a choisi donc ce thème automatique. Et évidemment que, comme vous l'avez tous constaté et comme on le répète, mais ce n'est pas parce qu'on le répète que c'est vrai, mais chacun peut s'en apercevoir, la crise sanitaire joue un rôle très fort d'accélération. On était déjà vraiment dans une transformation importante, mais là, il se passe quelque chose qu'on voit dans les paiements, mais qu'on voit évidemment dans l'usage du numérique dans la vente, qui est on parle beaucoup, c'est le mot à la mode, de croissance exponentielle. Alors, je ne sais pas si là, on est dans un facteur exponentiel, mais on est dans une très forte accélération qui est relativement inédite. Néanmoins, il nous paraît quand même important de reposer tout ça dans un cadre plus global d'évolution qui doivent être, ce cadre qui doit être pris en compte toujours, quel que soit le projet sur lequel on travaille pour finalement assurer son succès. Donc, on a essayé de mettre en évidence quelques grandes tendances en matière de consommation, mais peut-être c'est pas qu'en termes de consommation, c'est aussi des tendances qui peuvent être de nature, je dirais, sociologique ou anthropologique, donc des tendances extrêmement fortes qui doivent forcément jouer dans tous les projets qui peuvent être aujourd'hui mis en œuvre. Alors, évidemment, on va commencer par là aussi une évidence, mais qui doit être répétée, c'est la composante, finalement, la composante RSE. Donc, on a retenu ce chiffre de 59% des Français qui estiment qu'ils sont mal informés sur les efforts des commerçants sur le sujet de la protection de l'environnement. Alors, la RSE, c'est bien sûr a bien sûr une composante environnementale, mais elle a aussi une composante sociale, comme vous savez, tant et si bien que aujourd'hui, les gens veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent, comment ils sont fabriqués, comment ils ont un impact sur le sujet climatique, mais pas seulement. Ils veulent aussi savoir comment ces produits sont fabriqués, est-ce que des enfants participent à la production, c'est des sujets clairs. Et je mets aussi dans cette tendance de consommation responsable l'économie de l'usage qui se déploie. Alors, elle se déploie à la fois sous la forme du fleurissement de tous les sujets qui est une consommation à l'usage, donc avec la croissance des ventes sur abonnement. Je mets aussi dans cette partie-là tout le sujet de l'économie circulaire, les succès de sites comme Vinted, Le Bon Coin ne se démentent pas, je dirais même qu'ils s'accentuent. Et un des points quand même auxquels il faut faire très attention sur cette question de RSE, dans toute proposition, c'est la chasse au greenwashing. Moi, je suis surpris, par exemple, des réactions d'un certain nombre de personnes quand on parle de numérique, et donc d'automatisme, on est dans le numérique, sur mais quelles sont les conséquences environnementales du numérique et l'impact du numérique. On le voit, par exemple, sur le sujet de l'impression des tickets de caisse. Et donc, c'est très important en fait,
je dirais, de prendre l'ensemble des facteurs en compte et d'être relativement transparent sur ce point. Le sujet de la santé était évidemment lui-même très présent, mais c'est sûr que, bon, par définition, une crise sanitaire comme celle qu'on vit, on espère qu'on est proche de la fin, évidemment, elle remet le sujet de la santé sur la table. Mais vraiment, là aussi, on peut parler beaucoup plus d'une accélération que d'un phénomène nouveau, hein. Vous avez tous en tête le succès du bio, hein, partout fleurissent les produits bio. Vous avez la question, évidemment, du sport, hein, et de l'embellie des achats en matière de sport et de la pratique du sport. Vous vous souvenez, il y a un an, de la pénurie du marché sur le sujet des vélos, des tapis de sport, etc. Et donc, là, vous avez un sujet santé qui est lui-même extrêmement présent. Évidemment que des enseignes ou des projets peuvent avoir les deux composantes, hein. Par exemple, une enseigne aujourd'hui qui est certes modeste, mais qui fait partie d'elle comme Aromazone, est à la fois sur le sujet de la consommation responsable et le sujet de la santé. Juste pour rappel, c'est une enseigne d'origine, je dirais, pure player e-commerce qui, à base d'huile essentielle dont on garantit le côté naturel, permet aux gens de fabriquer leurs propres produits d'entretien et leurs produits de beauté. Voilà. Si on passe deux autres éléments, hein, qui sont vraiment majeurs dans notre environnement, évidemment, on va retrouver le sujet du mobile. Les derniers chiffres qu'a publié la FEVAD pour l'année 2020 font état de maintenant 47%, hein, donc on est à la moitié des achats qui sont réalisés sur mobile, c'est-à-dire l'autre moitié étant réalisée sur des ordi. C'est encore, de mémoire, 3 ou 4 points de plus qu'en 2019, malgré, ça c'est important, hein, malgré le fait que beaucoup de gens sont chez eux en télétravail et que donc ils ont de ce fait peut-être moins besoin de recours à la mobilité. Nul doute que tout ça va continuer, hein. Ce compagnon-là que nous scrutons en permanence, hein, qui est greffé dans les paumes de nos mains et encore plus, puisque c'est dès la naissance, dans les paumes de nos enfants, de nos ados, c'est notre compagnon et il intervient de manière quasi systématiquement dans les parcours clients et les nouveaux parcours. Le quatrième point, reconnaissance et personnalisation. Alors là, on est plus, moi, dans une de mes marottes, hein, vous ne savez pas, mais je le dis pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu aussi un passé de DRH. Vous voyez que dans ce sujet de reconnaissance, en fait, le point, c'est montrer aux gens, et c'est une grosse demande, qui sont uniques, hein, et qu'on les prend en compte en termes de personnes. C'est ça vraiment aujourd'hui qui est créateur de fidélité par rapport à une marque. 54% des clients regrettent que la plupart des entreprises n'utilisent pas leurs données de façon bénéfique pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les gens captent des informations, ce qui est quelque chose que je donne, mais finalement que je ne reçois pas assez en retour, donc sous une forme que les bouchers ou les épiciers de quartier connaissaient bien, qui est de saluer par leur nom les clients. Je pense que c'est important, et c'est très important dans ces parcours utilisent l'automatisme, de comment, parce que ce n'est pas évident, l'automatique peut se marier avec ce sujet de reconnaissance et de personnalisation. Je parle aussi de symétrie des attentions, hein, parce que dans ces points, l'attention et la reconnaissance vis-à-vis du travail des collaborateurs, je veux dire, est le symétrique de celle qu'on doit accorder aux consommateurs et aux clients. Deux autres grands facteurs, hein, qui sont évidemment très importants. Le premier, c'est le sujet parcours d'achat. Bon.
on a vu s'imposer ce point depuis quelques années, lié, Vincent, on reviendra sur ce sujet évidemment, avec la notion d'omnicanalité qui va aujourd'hui de soi. Mais c'est plus profond que ça, en fait, l'arrivée et la question du parcours d'achat, parce qu'en fait, elle est liée à l'inversion qui s'est progressivement produite entre une offre poussée vers les consommateurs sur lesquels ils ne pouvaient acheter que ce que l'on leur proposait, à quelque chose qui est tiré, c'est-à-dire qui met finalement le client comme acteur. Voilà. Donc, il y a cette demande pour le client d'être acteur, de pouvoir personnaliser, on revient au sujet précédent, sa relation avec l'enseigne. Et le client, lui, forcément, quand on part du client, lui, par définition, je dirais omnicanal, il est, c'est-à-dire qu'il voit, et chacun d'entre nous, on est évidemment le témoin quotidien, il voit une relation avec l'enseigne qui doit être construite ou qui se construit comme un ensemble d'étapes et d'interactions, souvent donc à l'initiative du client, et chacune de ces étapes doit être parfaitement calibrée pour correspondre aux besoins du client à ce moment-là. Et donc, quand on est sur un parcours qui intègre des parts de vending ou d'automatisme, il faut bien avoir en tête justement de la proposer au bon moment et de permettre aux clients de continuer à être acteurs. Et c'est aussi un moyen, ça pourrait être un moyen. On le voit parfaitement avec l'utilisation des SCO dans les magasins alimentaires. Finalement, le SCO, il va pas forcément plus vite qu'une caissière, mais il donne de l'autonomie au client. Et je dirais même, si on va jusqu'au bout, il fait presque du client un acteur, pour ne pas dire, ce serait une joke, un employé de la marque. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue, qui est bien au-delà, évidemment, du sujet d'efficacité. Voilà. Et il y a un dernier point, alors lui, qui est beaucoup plus nouveau. Hein. Bon, le télétravail n'est pas vraiment une nouveauté, mais évidemment, vous savez tous à quel point il a transformé nos vies. 48% des gens qui n'avaient jamais expérimenté le travail veulent poursuivre l'expérience. Et je dirais avec ça… Le télétravail, Jean-Michel. Le télétravail. Oui, le télétravail, mais je ne dis pas. Oui, le travail. Oui. Non, poursuivre le télétravail, absolument. Et on le comprend tous, hein, mais ça va, tout ça avec un certain nombre d'adaptations, hein, puisque vous êtes en télétravail, vous savez très bien qu'il y a des périodes très actives, il y a des périodes moins actives, que ça permet de faire ses courses à distance ou dans les points de vente à des moments dans lesquels, auparavant, les commerçants ne voyaient pas forcément grand monde, hein, dans les deux cas. C'est de nature aussi à influencer, bien entendu, ce que les gens achètent. Hein, c'est où les gens achètent, quand ils achètent, ce qu'ils achètent qui est touché par ce point. Hein, dans ce qu'ils achètent, évidemment, vous avez le boom des achats de bureaux, par exemple, de casques. Vous voyez que je n'en suis pas équipé. Mais enfin, tout ça va se poursuivre. Et on a dit, là, on a un point, un filon qui n'est pas prêt de se démentir. Voilà. Voilà un certain nombre de sujets en fait, qu'on voulait poser, hein, qui ont fait un cadre de réflexion un peu global, mais vous voyez qu'il se rattache parfaitement à notre fil qui est l'automatisation dans la vente. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci Vincent. Merci Jean-Michel. Effectivement, donc là, on a bien posé, on a bien vu aujourd'hui ces différentes, je pense, tendances. Vous les aviez certainement en tête. On a voulu mettre quelques chiffres clés dessus pour aussi les partager avec vous. Au-delà de ces tendances, hein, très, très mobiles, très digitales, très personnalisation, tout ça, forcément, se recoupe avec notre sujet du jour, puisque la distribution automatique aujourd'hui,
on la voit comme, bien évidemment, comme un jalon, comme une proposition dans le parcours global client et on va le voir par la suite. Donc concrètement, on voulait revenir aussi un tout petit peu sur l'année 2020. Ce sont des chiffres que vous avez très certainement en tête, ou en tout cas, si vous ne les avez pas, c'est vrai qu'ils sont assez évocateurs. Pris directement à la source, hein, puisque ce sont des chiffres qui nous viennent de CB, qui sont plutôt frais, puisque c'est les données du mois dernier, et qui concernent le paiement sans contact sur l'année 2020. Donc, très concrètement, le paiement sans contact aujourd'hui, j'imagine bien qu'il n'y a plus un seul marchand qui a dans l'idée de déployer, quel que soit le projet qu'il souhaite mettre en place, qui tourne autour du paiement ou de l'expérience d'achat, quelque chose qui n'inclut pas le sans contact. Jean-Michel, tout à l'heure, parlait de la tendance du mobile first. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on oublie quelque chose à la maison, on ne fait pas forcément demi-tour. Par contre, si on oublie son téléphone portable, je pense que si on lançait un petit sondage, on aurait quasiment 90, voire plus, en 90%, voire plus, de nos auditeurs qui feraient demi-tour pour retourner chercher leur portable, moi le premier. Donc, très concrètement, on peut payer bien évidemment avec sa carte ou avec sa carte dématérialisée dans son wallet. Et l'augmentation du plafond, il y a maintenant un an, du sans contact qui est passé à 50 € et qui fonctionne sur la quasi-totalité du parc des cartes, a fait que le sans contact a beaucoup pris en maturité. La deuxième tendance qui est très forte, c'est bien évidemment le boom des achats en ligne. Donc là, des chiffres sur l'achat en ligne, on en a vu des centaines passées. On l'a vu nous-mêmes côté Worldline sur nos propres infrastructures. Hein. C'est vrai que les achats en ligne ont été entre guillemets les grands gagnants de cette période et de ces périodes de confinement successifs. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, la distribution automatique et les devices qui permettent, alors, on va les appeler les devices unattended, vending, ils ont plusieurs petits noms et autres, mais globalement, ils se doivent d'apporter cette même digitalisation et cette même interaction. Et quand on dit qu'ils doivent faire partie du parcours client, c'est qu'en fait, ils se doivent aussi d'apporter un certain nombre d'éléments digitaux, de facilité de paiement, de reconnaissance et autres. Et on le voit ici avec ces nouveaux comportements et ces nouveaux consommateurs. On est à la fois dans une dualité de chercher à limiter au maximum les interactions et du coup, ce challenge pour les marchands d'offrir des nouveaux parcours. Et la distribution automatique est une des clés pour construire ces nouveaux parcours, puisque qui dit nouveau parcours dit multiplication des parcours. On n'a plus un seul et même parcours quand on est client aujourd'hui. On peut démarrer son expérience et sa relation avec l'enseigne sur son mobile à la maison, ou sur son mobile dans le bus, ou sur son mobile à la voiture, dans la voiture, quand on n'est pas conducteur, bien évidemment, ou quand on est à l'arrêt. Mais toutes ces situations aujourd'hui font que le parcours, il n'est plus simple et unique. C'est plus j'arrive au magasin, je rentre, je prends mon achat et je sors. Ça fait un petit moment que les choses évoluent et que les parcours se multiplient. Mais en tout cas, aujourd'hui, un des éléments clés dans cette limitation des interactions, c'est également la possibilité d'offrir le choix pour que le consommateur soit le plus libre de ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il souhaite faire du click and collect? Est-ce qu'il souhaite se faire livrer? Est-ce qu'il souhaite aller en magasin et toucher le produit, ou aller en magasin et demander du conseil? Donc, c'est vraiment tout ça aujourd'hui où, bien évidemment, le vending, il va pouvoir offrir, enfin, les solutions de vending offrent une complémentarité dans ces parcours. Le point qui est clé entre tout ça, hein, que ce soit en magasin ou en ligne, et Jean-Michel le soulignait dans une de ses tendances, mais c'est vraiment cette aspiration à la reconnaissance, la personnalisation qui est essentielle. Et ce n'est pas parce qu'on va utiliser un device, enfin un terminal, entre guillemets, qui n'est pas en bout de ligne de caisse, ou un terminal dit traditionnel, mais un device unattended, qu'on doit dégrader l'expérience utilisateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quels que soient les parcours, quelle que soit l'expérience, on se doit d'être toujours aussi bien disant que la meilleure des interactions. Et le vending n'y fait pas exception, dans le sens où sur les nouveaux parcours ou les nouveaux types de devices qu'on est capable de mettre en place chez les marchands, le digital est une part très forte, et on vous montrera comment dans les différents parcours. Donc, ces parcours aujourd'hui, comme je le disais, ils ont, je pense, nous pensons même trois piliers fondamentaux, hein, une partie très digitale,
Alors, la digitalisation, elle est l'essence même des nouveaux parcours, puisque comme on le disait, on peut démarrer sur n'importe quel type de device, et l'interaction qu'on va avoir après avec le marchand peut elle aussi être digitale. Elle se doit d'être, les nouveaux parcours se doivent d'être omnicanaux. Alors on parle de commerce unifié, d'omnicanalité, mais en tout cas la finalité est de dire que si je commence quelque chose sur quel que soit le type de device ou quel que soit l'endroit, je peux continuer mon parcours sur du click and collect, du refund by web, du tout un tas de choses qui fait qu'en fait, le client reste au cœur de cela. Et vraiment, ce qui fait le lien aujourd'hui avec la distribution automatique, c'est que la distribution automatique s'empare de nouveaux verticaux, arrive dans de nouveaux segments où elle n'était pas forcément présente avant, mais elle se doit d'être dans la continuité des services qui sont au préalable offerts par la marque. Sans oublier un des derniers piliers fondamentaux de tout type de service qui tourne autour, bien évidemment, du paiement et de la sécurisation des données clients et tout ce qui peut transiter sur ces terminaux, c'est la sécurité. Et la sécurité, on a beau le dire et le répéter, mais c'est vrai qu'elle fait partie de l'ADN de Worldline, elle est essentielle et c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas transiger. On entend malheureusement trop de scandales autour de ça et je pense que autant on s'aperçoit et on s'est bien aperçu que nos données de santé étaient extrêmement importantes, nos données de paiement le sont tout également. Donc la sécurité est vraiment un élément clé. Avant de passer à la suite et aux différents parcours et de rentrer dans le détail, je voulais vous rappeler que vous avez à votre disposition un petit onglet de questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont pu être posées. N'hésitez pas à utiliser ce chat pour pouvoir vous poser les questions que l'on aura l'occasion de prendre à l'issue de ce webinaire en conclusion. Voilà, c'était une aparté. Donc, si je rentre un petit peu dans le vif du sujet aussi de la distribution automatique en tant que distribution automatique pure, elle a bien évidemment des avantages qui sont certains, d'ores et déjà sa disponibilité. Quand on va sur un automate, c'est sûr que à moins qu'il soit dans une zone non accessible, globalement, il est disponible H24, 7 sur 7. Et son autre avantage essentiel, c'est vraiment une extension du canal de distribution. Et on le verra dans les différents exemples, et quels que soient les verticaux, c'est véritablement un nouveau canal de distribution, un canal additionnel qui s'offre aux marchands avec ce type de solution unattended. Alors, les nouvelles opportunités, elles sont nombreuses. La première, c'est d'enrichir l'expérience d'achat, puisque quand on propose des nouveaux parcours, quand on propose des nouvelles solutions, quand on reste tout aussi digital, ça permet d'apporter plus de services. Et c'est aussi, le but n'est pas d'apporter du service pour du service. Le but est d'apporter du service qui ait une valeur ajoutée pour le consommateur et pour le marchand. Donc là, l'idée aujourd'hui, on verra dans les différents exemples, il y a beaucoup de retailers. On ne les a pas tous cités, donc ne vous sentez pas offusqués si vous-même avez des projets aujourd'hui et qu'on ne les a pas mis dans les références. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en capacité de pouvoir vraiment enrichir ces différentes solutions. C'est également une bonne façon pour tester des nouveaux produits. Parce que quand on est sur de la distribution automatique, on est sur des infrastructures qui sont, entre guillemets, moins lourdes, moins coûteuses que d'ouvrir un magasin ou autre. Et en même temps, on est aussi sur du réapprovisionnement plus facile, plus rapide, avec moins de risques que de référencer un produit pour tout un magasin. Et le dernier point, il est vrai qu'on parlait beaucoup de digital. Les nouveaux devices et les nouvelles solutions qui tournent autour de l'unattended sont quasiment 100% digital. Sans faire d'autopromo, on vous montrera quelques devices sur une des slides de ce webinaire. Mais concrètement, aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui est plus proche d'une expérience client digitale que d'un simple PIN-pad. Donc, c'est des points qui sont aujourd'hui très importants de pouvoir répondre
un certain nombre de besoins du consommateur, d'habitude du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on est plus habitué à utiliser, effectivement, comme le disait Jean-Michel, son téléphone portable. Donc, globalement, il faut que le consommateur retrouve aussi, dans ce qu'on lui propose, dans les différents parcours clients, ses habitudes de consommation. Donc, il y a un chiffre qui nous semblait pertinent, effectivement, avec Jean-Michel aussi, et je conclurai là-dessus avant de rentrer un peu dans le détail des quelques parcours clients qu'on a trouvés, c'est que près de 40% des consommateurs qui font des achats dans la distribution automatique aimeraient bien avoir plus de produits disponibles sans directement rentrer dans le magasin. C'est-à-dire qu'on imaginerait demain pouvoir avoir presque l'essentiel du magasin Leroy Merlin en distribution automatique devant le magasin. Si j'ai besoin de quelques trucs, j'ai pas fait du click and collect, mais j'ai un distributeur de vis et de clous, de mastic joint ou autre directement sur le parking. Donc, c'est des choses qui pourraient tout à fait exister. Je ne sais pas, on n'est pas en discussion avec Leroy Merlin pour ce type de choses, mais en tout cas, c'est véritablement des nouveaux services qui pourraient émerger. Donc, l'un des points aujourd'hui le premier pour l'exemple de la grande distribution, c'est le magasin connecté. Alors, je vous ai épargné la tarte à la crème et d'éviter de vous parler d'Amazon Go, même si j'étais quand même un petit peu obligé de le mentionner, mais en tout cas, le magasin connecté aujourd'hui, c'est un magasin, comme vous vous en doutez, où il n'y a personne à l'intérieur, où on rentre en s'identifiant avec sa carte de paiement et où l'on ressort simplement en validant son panier et sans ressortir ses articles. Donc, l'exemple de Monop, il est assez intéressant puisqu'ils ont pris un parti pris très, très particulier qui est celui de ne pas utiliser de caméra ou autre, mais c'est essentiellement sur un système de pesée et d'emplacement produit qui est assez différent de la distribution traditionnelle. Mais ce qu'il y a autour de ce système, et c'est vraiment l'essence même de la distribution automatique et du vending, c'est qu'on va être sur des dispositifs plus petits qu'un magasin traditionnel, bien évidemment, et on est véritablement dans l'extension du magasin existant. C'est-à-dire que cette petite box qui doit faire la taille d'un conteneur de marchandises permet d'avoir de nombreuses références, mais en même temps est un petit peu le bras avancé d'une base arrière d'un magasin Monop et va bénéficier du même circuit de distribution et de la même logistique. Donc, c'est véritablement la possibilité pour les marchands, avec des solutions plus ou moins complexes, on verra après, il y a d'autres formats plus petits en distributeur qui sont aussi une façon de se rapprocher de ses clients. C'est-à-dire que cette box, ce magasin connecté, il peut aussi être imaginé de façon très, très éphémère, très opportuniste. On pourrait l'avoir pour un festival, on pourrait l'avoir pour le jour où on pourra retourner en festival pour nos amis festivaliers, mais on pourrait l'avoir proche d'un hôpital, proche d'un aéroport, proche de tout un tas de choses, tout un tas d'endroits fréquentés, plus ou moins par du public selon la saison. Donc il y a vraiment cette approche de modularité dans le service apporté aux clients. Donc, pour terminer sur la digitalisation et le vending sur ce type de service, si je suis bien évidemment client Monop ou client d'une enseigne qui fait des choses à peu près similaires, si je me présente sur ce type de device, je vais pouvoir utiliser ma carte Monop, je vais pouvoir utiliser, etc., les mêmes services que j'ai l'habitude d'utiliser avec la marque en laquelle j'ai confiance. Et on verra que la confiance est un point essentiel dans tout type de relation. Donc, j'ai cité les exemples avec Jean-Michel entre bien évidemment Amazon Go et Freshippo, qui est l'équivalent chinois. Mais tout ça pour dire que la distribution automatique, ou en tout cas les devices qui permettent de créer ces nouveaux parcours, s'intègrent parfaitement dans ce type de magasin connecté. Dans d'autres types et sous d'autres formats, le drive automatisé. Donc là aussi, c'est comment est-ce que je viens au plus proche de mes clients, de mes consommateurs, et ça, on le sait. La guerre du drive piéton est une guerre qui fait rage entre les plus grands acteurs du retail, enfin de la grande distribution. Aujourd'hui, les mètres carrés en centre-ville s'arrachent pour être au plus près des consommateurs. Et là, l'exemple de Carrefour qui a fait, lui, un drive sur ce drive-là qui est 100% automatisé. Donc là, on est vraiment en plus sur la notion de 100% sans contact. C'est-à-dire que si vraiment on a un souci, il y a quelqu'un en arrière-boutique qui est capable de venir nous aider. Mais globalement, sur tout un tas d'appareils digitaux et de devices unattended,
on peut créer ces nouveaux parcours. Donc, il y a vraiment, je trouve, sur cette notion de la distribution automatique aussi, cette facilité à être au plus proche des clients, au plus proche du besoin et de la façon la plus intégrée qu'il soit par rapport à un parcours d'achat global. C'est-à-dire que là, quand je viens retirer, par exemple, mes courses au Carrefour Drive piéton, bien évidemment, j'avais préparé ma commande au préalable sur une tablette, sur un PC, peut-être sur mon mobile. Peut-être que je l'avais déjà payé ou prépayé. En tout cas, je continue mon parcours client, mon expérience directement dans le magasin et sur des types de devices qu'on va appeler unattended. Contrairement à la visite complètement impromptue que j'avais pu avoir avant dans la Black Box Monoprix, où là, je n'ai pas préparé de panier du tout, c'est de l'achat d'impulsion, de l'achat de première nécessité. Une fois de plus, un exemple où on va au cœur des besoins clients. Là, je trouve un exemple extrêmement bon dans le sens où là, Picard, bon là, qui pour le coup, avec sa vending machine, c'est associé à Hobby. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, ils sont particulièrement fans de ce type de coloriage. Donc, en plus, ça crée ce côté un peu attractif et fun autour de ce nouveau concept. Où là, ils ont disposé la machine que vous voyez là, c'est l'exemple qu'ils ont fait à Station F. Donc là, on est vraiment au plus proche de ces consommateurs. Jamais Picard n'aurait pu s'installer un magasin directement dans Station F, éventuellement en face. Mais en tout cas, il y a toujours ce besoin d'y aller, de potentiellement faire la queue, etc. Bon, là, on est au cœur même de la clientèle cible, avec une distribution de plats congelés. Hein. Donc là, c'est un gros congélateur, et on le voit sur l'interface, on est sur quelque chose d'extrêmement digital, où on va pouvoir, bien évidemment, dans la continuité de ce que l'on faisait, pouvoir utiliser sa carte Picard, ses différents moyens de paiement, en tout cas ce qu'on a l'habitude de faire avec la marque, mais là, hors du magasin. Pour rebondir sur les autres tendances marché qu'avait souligné tout à l'heure Jean-Michel, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est aussi intéressant et qui aujourd'hui nous concerne de plus en plus peut-être, c'est sur la partie éco-responsabilité, circuit court, etc. Là, typiquement, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, on le voit autour de tout ce qui va être les repas ou autres, que ce soit les pizzas, les pains, les produits frais. Donc là, on est vraiment sur non pas un distributeur qui va réchauffer les plats ou sortir les plats. On est sur un exemple, alors là, c'est très Île-de-France, hein, c'est La Clayette, qui a réhabilité un ancien kiosque presse. Donc, je trouve l'idée doublement intéressante. C'est vrai que malheureusement, les kiosques presse sont de facto en difficulté. Hein. La presse écrite est plutôt en berne. Elle surfe sur le digital, mais c'est vrai que moins de monde, en tout cas, achète le papier. Donc, j'ai trouvé que le concept était assez intéressant puisqu'il mixe à la fois la réutilisation en plus d'une construction qui est certainement classée, parce qu'elle est très sympathique et très jolie, et chargée d'histoire, et elle apporte un certain service en termes de circuit court, de produits frais, puisque la Clayette, c'est du producteur au consommateur, avec ces armoires où on peut sélectionner quel que soit le produit, il y a de la charcuterie, du jus de raisin, et le tout en circuit court. Autre boom, entre guillemets, c'est bien évidemment toutes les armoires connectées qui facilitent les parcours de click and collect. On a là ici l'exemple de Pickwick, qui a installé quelques armoires disponibles 24/24 et 7/7 devant ces magasins, parce que Jean-Michel nous parlait tout à l'heure des nouveaux temps de consommation, mais qui dit nouveau temps de consommation, dit aussi pas forcément la journée, dit aussi consommer en dehors des heures ouvrées. Donc, le vending et les solutions unattended permettent de répondre à ces besoins. Et on le voit là dans un contexte moins marchand, mais tout aussi intéressant. Et je pense notamment à nos amis facteurs, qui, pour le coup, là, dans un hall d'immeuble, on a à côté des boîtes aux lettres tout un ensemble de casiers connectés qui permettent, bien évidemment, pour récupérer ces colis, même quand on n'est pas là, si on n'a pas de gardien ou gardienne dans l'immeuble.
Un exemple, mais là pour le coup, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, mais c'est vraiment pour montrer qu'on touche tout, que la distribution automatique, en tout cas les devices qui permettent de faire de la distribution automatique, touchent tous les secteurs. Celui-ci, c'est peut-être un des deux secteurs, hein, le voyage et l'hôtellerie, qui les ont utilisés de façon, j'ai envie de dire, les premiers, hein, les self-check-in à l'aéroport ou à l'hôtel pour quand on arrive à 2 heures du matin et que l'accueil est fermé. On a évidemment des solutions qui permettent de faire ça et qui sont de plus en plus digitales et interactives, ne serait-ce que le check-in à l'aéroport. Les bornes, elles sont, je ne vais pas dire de moins en moins utilisées, mais en tout cas, elles permettent de fluidifier le trafic dans le sens où, pour la plupart des voyageurs, quand on avait la chance de pouvoir prendre l'avion, on a souvent, pour certains, déjà fait son enregistrement en ligne, soit à la maison, soit directement depuis son mobile. On a déjà sa carte d'embarquement sur son mobile. Donc, une fois de plus, on voit bien que la distribution automatique, elle permet de multiplier les points d'interaction et d'offrir plus de services et d'être un à côté au kiosque traditionnel, au comptoir d'enregistrement, au mobile, à la tablette, à toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment quand la marque apporte un maximum de solutions et de services à valeur ajoutée pour ses clients que généralement, ça fonctionne pas mal dans le parcours. Un petit mot sur l'open payment, puisqu'on voit que ces devices aujourd'hui, ils permettent en fait de transformer et de permettre de transformer tout simplement le type de transport, c'est-à-dire que on n'utilise plus un type de transport, il devient facilitateur du moyen en lui-même. C'est vraiment là, alors là, on a pris les 3 exemples. Hein. Je paye avec un bracelet connecté, enfin avec une montre connectée, je paye avec mon wallet mobile de façon digitale ou je paye directement avec ma carte. Bien évidemment, on peut avoir ces différents types d'interactions avec les devices. Mais là, on est véritablement sur un mix aujourd'hui de paiement, de cas d'usage, de simplification en fait du parcours du client. Pour terminer sur la mobilité, on parle beaucoup, et j'y viendrai en conclusion, on parle beaucoup du mobile et des super apps. En tout cas, on s'aperçoit aujourd'hui, et on le crée de plus en plus, que le mobile est au cœur de beaucoup d'échanges, de beaucoup de relations entre le client et le marchand, et que bien évidemment, on doit pouvoir interagir avec son mobile sur tous les types de devices. Donc là, on l'a mis au travers différents exemples, hein, que ce soit du parking, du retrait d'achat, du rechargement de bornes électriques. On peut tout à fait préparer un certain nombre de choses sur son device mobile et arriver à l'endroit nommé, que ce soit le lavage auto ou le parking, s'identifier grâce à son mobile sur un device unattended. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir en face un device unattended qui va être capable de lire un QR code, d'avoir une expérience digitale, de pouvoir prendre du paiement en contact, sans contact, de faire toutes ces choses-là et d'interagir avec d'autres types de devices. Donc, on a vraiment des terminaux aujourd'hui qui sont au cœur de ces nouvelles mobilités qui permettent d'aller de l'avant, si je puis dire. Donc, rapidement pour vous les présenter et avant de conclure ce webinaire, une nouvelle gamme évidemment qui tourne autour des selfs que nous pouvons avoir, qui sont très digitaux, tactiles, qui permettent à la fois les lectures cartes, les lectures de QR code et en même temps de sans contact. Et également une gamme côté open qui est très dédiée au transport et à l'open payment. Donc, libre service, quelle piste dans un futur proche? Je vais laisser Jean-Michel nous parler de 2 points qui lui tiennent à cœur, l'intelligence artificielle, machine learning et la confiance. Jean-Michel, si tu veux bien. Jean-Michel, si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là, parce que je m'étais mis au mute, on se fait toujours piéger. Dans les sujets précédents, quand même, pour rebondir et avant les conclusions, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives hein, aujourd'hui dans toutes sortes de points de vente. Hein. Et dans celles que j'avais vues, moi, j'ai été assez impressionné, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Amazon Go, mais
par celle de Carrefour, qui est un magasin de test sur son campus de Massy, qui permet vraiment, enfin, avec beaucoup d'automatisme, hein, beaucoup d'autonomie et avec des parcours hyper fluides où les gens se promènent. Mais néanmoins, ils ont tenu à ce que, contrairement à ce qu'on voit sur Amazon Go, à ce que l'étape de paiement, en fait, l'étape ne s'efface pas. On a ce sujet-là, peut-être culturel ou en commun avec la Chine, c'est que on veut des automatismes, mais on ne veut pas que le paiement disparaisse. Finalement, c'est une espèce de conclusion de l'achat qui a un rôle au-delà du fait évidemment d'encaisser, ce qui est quand même important, mais au-delà de ça, de redonner encore une fois la main pour valider le parcours et l'ensemble des achats aux consommateurs. Voilà. Bon, pour procéder à un dernier point, évidemment, le sujet intelligence artificielle, machine learning, c'est un peu tarte à la crème. Pour moi, le point quand même principal de ça, ce que je retiens, c'est que c'est la façon dont on va être capable d'articuler la bonne utilisation de l'intelligence artificielle et des données récoltées avec la partie nécessairement humaine. Moi, de ce que j'ai compris de l'IA et du machine learning, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels, en fait, on va avoir besoin, et l'intelligence humaine va être extrêmement performante pour s'adapter à tout un tas de cas imprévus et amener une réponse qui sera en fait le complément de l'utilisation des données. C'est-à-dire, quel que soit l'usage qui est fait aujourd'hui des robots, et des chatbots et compagnie, vous voyez bien que ce qui est important, c'est donner une réponse personnalisée. Or, l'automatisme, y compris avec l'IA, et même de l'IA apprenant, ne donne pas toutes ces réponses. Donc la façon dont on articule les deux, présence humaine, capacité à s'adapter à chaque consommateur et automatisme par la capacité de répétition et par son efficacité, ça me paraît être effectivement un sujet tout à fait clé et qui est lié aussi évidemment au sujet confiance. Sujet confiance, c'est un peu, je dirais, c'est un peu la récompense ultime. Alors, dans le domaine des paiements, depuis que les gens ont commencé à s'échanger des biens en échange de coquillages, on sait très bien que la confiance est un élément essentiel. Hein. On parle souvent de marché biface, un marché dans lequel pour que l'efficacité arrive, on a besoin de coopération. La coopération, elle ne se construit que par la confiance. Je pense qu'autour de ça, évidemment, on va avoir tout le sujet data. Je disais tout à l'heure qu'une majorité de consommateurs trouvent que les données en fait, qui sont récupérées par les marchands ne sont pas assez à la base d'expériences clients personnalisées. C'est vrai qu'on est vis-à-vis de la data au cœur des sujets de confiance, parce que c'est vraiment là, aujourd'hui, où se noue le point de mais qu'est-ce que celui que j'ai en face de moi, enfin cette enseigne ou cette marque, qu'est-ce qu'elle va faire des informations qu'elle a sur moi. Quand on interroge les consommateurs, hein, on voit qu'une majorité est assez méfiante vis-à-vis de l'usage des données. Donc, en Europe, on est plutôt, je dirais, protecteur hein, sur ces sujets-là, puisque on donne d'une certaine façon le contrôle aux consommateurs sur l'usage des data. Hein. Mais c'est absolument nécessaire et je dirais, pour reprendre une expression bien traditionnelle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et si on voulait aller jusqu'au bout, je dirais
ce qui va très bien avec le contrôle, avec la confiance, c'est le contrôle, mais redonner le contrôle, et ça, on peut le revoir transversalement sur beaucoup de sujets qu'on a abordés, redonner une capacité de contrôle aux clients, c'est aujourd'hui ce qui est demandé, c'est qu'est-ce que je mange, Yuka, d'où viennent les produits, quelle traçabilité, qu'est-ce que je disais, hein, qu'est-ce que vous allez faire des informations que je vous confie? Est-ce qu'elles vont être bénéfiques ou bien est-ce que vous allez vous enrichir avec et uniquement je pense qu'on a vraiment un point central qui doit être réfléchi et évidemment au cœur de ces parcours vending, hein, au-delà de la confiance dans les paiements qui sont proposés. Hein, comment je donne cette confiance complètement critique comme un élément de succès aux consommateurs. Effectivement. Et pour rebondir donc sur cette notion de confiance, hein, comme le soulignait Jean-Michel, la biométrie, on entend beaucoup parler de la biométrie en disant mais vraiment jusqu'où ira-t-elle? On voit que dans certains pays asiatiques, elle va très très loin. Hein, on est sur de la reconnaissance faciale. Très poussée. Et jusqu'où ira-t-elle? On a bien l'exemple d'Amazon. On va être obligé de conclure en parlant quand même d'Amazon. Mais en tout cas, qui a déposé un brevet sur la reconnaissance d'empreintes palmaires. Donc, ça veut dire que demain, on rentrera sans même s'identifier avec un QR code qu'on flashera sur un portillon à l'entrée. Mais le simple fait de présenter sa main nous ouvrira la porte. Donc, on n'est pas encore sur de la reconnaissance d'iris, mais on y est presque. Donc, c'est pas encore Minority Report, mais globalement, on a de nombreuses facilités demain pour faciliter les accès. C'est très intéressant ce sujet-là, parce que finalement, on voit que les Chinois, enfin du côté asiatique en tout cas, il y a beaucoup d'utilisation de biométrie faciale, mais les Américains, là, en tout cas Amazon, très américain, hein, ils ont choisi le Give Me Five en fait. Hein. C'est-à-dire, on se tape dans la main, une espèce de truc de cow-boy hein, qui s'est propagé dans le monde entier, et pour payer, c'est avec la peau. Mais ça montre aussi à quel point, dans ces sujets-là, il va falloir s'adapter à chaque culture. Quoi. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit se taper dans la main, puisque ça revient à ça, ce soit comme ça qu'on ait tout le temps envie de conclure nos achats. Pas forcément dans toutes les marques de luxe, par exemple. C'est sûr. Et le dernier point en conclusion, et je vais aller vite parce que je vois que vous avez posé de nombreuses questions auxquelles on va pouvoir répondre sur les 5 dernières minutes, et je vous remercie pour ces questions. C'est bien évidemment le sujet des super apps. Alors, on entend beaucoup parler des Alipay, WeChat, qui sont des super applications asiatiques. On entend par super application quelque chose qui fait tout. On va pouvoir discuter avec ses amis, partager des photos, publier des statuts, mais en même temps payer, prendre rendez-vous chez le médecin, réserver un taxi. C'est vraiment une application qui va agréger tout un tas de services en un seul et même point d'entrée. Il y a certainement aujourd'hui une voie qui va vers l'émergence de super applications peut-être européennes ou américaines au-delà des Alipay, WeChat, et elles se devront, et nos solutions se devront également d'être compatibles avec ces super applications. On le voit aujourd'hui avec la digitalisation, on est quand même assez proche du résultat, puisqu'on va déjà être capable d'interagir, d'afficher ou de lire un QR code sur les parties digitales, voire de faire du sans contact directement sur des devices qui sont de plus en plus petits. Ouais, j'en profite pour dire qu'on a une petite pépite, alors qui est adossée à des groupes bancaires, hein, qui est l'AFP, qui est un peu qui est dans cet esprit-là, c'est-à-dire au-delà du paiement, proposer des expériences intégrées dans les magasins, dans les restaurants, etc. Et je pense qu'ils ont un savoir-faire et une réflexion qui est assez intéressante. Alors, juste avant, je vais prendre la question de Pierre qui nous a posé 2 questions, puisqu'il dit qu'il doit nous quitter malheureusement. Si Pierre est encore là, je vais lui donner la réponse. Il nous parlait de la distribution automatique qui, au sein d'un réseau physique, dispose de plus en plus d'un besoin d'identification du client pour des raisons de protection des mineurs, par exemple. Donc, il nous parle de lutte contre le blanchiment d'argent, etc., qui sont dictées par des instances réglementaires et ce qui tire des nouvelles technologies.
Donc, c'est sûr que, bien évidemment, quand on parle de services accessibles en libre service, ça nécessite pour un certain nombre de biens ou services de contrôler les papiers ou autres pour s'assurer que l'on le vend à une personne qui a le droit d'utiliser ce service ou de prendre le produit. Typiquement, Monop, dans son magasin connecté, a fait le choix de ne pas mettre en libre service à disposition de l'alcool, comme la Clayette d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de solution pour pouvoir contrôler ça. Amazon, dans ses magasins, l'a fait dans des parties un peu en retrait du circuit traditionnel. Pour rentrer dans la zone, on a quelqu'un qui, physiquement, dans le magasin, contrôle les papiers d'identité de la personne qui souhaite accéder dans le magasin Amazon Go ou Amazon Fresh, ou on appelle les différents noms qu'ils peuvent avoir. En tout cas, il y a quelqu'un de physiquement présent qui vérifie ça. Donc, bien évidemment, cela va tirer des nouvelles technos pour tout ce qui va être vérification de papiers d'identité ou autre de façon plus fluide. Une autre question également. Je veux bien prendre l'autre de Pierre, moi. Si on parle data client et préoccupation de ses clients, est-ce plutôt l'enseigne va-t-elle utiliser mes data pour faire du marketing ciblé ou vont-ils suffisamment sécuriser mes données pour éviter des vols de ces données? En fait, non. En fait, oui, quoi. En fait, les deux. Non, mais en fait, les deux, je pense. Alors, on sait que l'humain a un caractère schizophrénique, hein, donc à la fois de demandeur, de fluidité, de pertinence dans les offres et de sécurité. Il ne faut pas sous-estimer du tout l'intelligence est croissante et plus les générations passent, donc ça me concerne moins et plus ça avance, des jeunes générations sur ces sujets de données. Les gens, ils sont prêts à partager leurs données, moyennant effectivement deux conditions. Donc, la première, vous les utilisez faut les utiliser pour me faire du bien. Hein, et la deuxième, vous me garantissez que vous n'allez pas les donner à n'importe qui, ni vous les faire voler. Je disais, c'est au cœur. Hein, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'utilisation de la biométrie dans les paiements. Enfin, si aujourd'hui Amazon voulait étendre son système biométrique de paiement avec la paume en France ou en Europe, en fait, hein, puisqu'on est régi par le RGPD, il faudrait absolument qu'ils prouvent leur capacité en matière sécuritaire. Et c'est la raison pour laquelle la première chose qui leur serait, entre guillemets, proposée, c'est d'avoir un device qui reste dans les mains du consommateur, dans lesquelles sont enregistrées ces données biométriques et qu'elles ne sont pas donc dans un fichier ou dans le cloud ou quelque chose comme ça, qui lui, forcément et par définition, va être, en tout cas au moins de manière théorique, plus vulnérable à des cyberattaques dont on sait qu'effectivement, elles sont en train de se déployer. Et évidemment que la question biométrique ne peut s'accompagner, puisque de la biométrie, enfin, la paume de la main ou de l'iris, on n'est pas comme dans les films, on se fait greffer des yeux. En général, on n'en a qu'une d'identité numérique. Bon, avec la voix, c'est un peu différent. Mais avec les doigts, on peut changer de doigt. Mais c'est des choses évidemment, on ne doit pas griller comme on peut griller des mots de passe. Et donc, ce sujet est tout à fait, effectivement, critique. Bon, eh ben, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, Jean-Michel. Du coup, on va respecter le timing parce que je sais que le télétravail, c'est bien, mais que du coup, les réunions s'enchaînent et qu'on saute d'un call à l'autre. Merci d'avoir été si nombreux. Pour les questions qui restent ouvertes, on va revenir vers vous directement par email. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. On va essayer de refaire ce type de webinaire aussi rapidement que possible sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Michel et merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée.